Vous regardez Al24 News, madame, monsieur, bonsoir, à la une de l'actualité de ce dimanche 28 août. Le Premier ministre éthiopien à Alger pour une visite officielle. Abiy Ahmed a été accueilli cet après-midi par son homologue Ayman Ben Abdelrahman. Un calme précaire règne à Tripoli après un week-end sanglant. Les affrontements entre milices sont susceptibles de reprendre à tout moment. Ahmed Raïsouni démissionne 2 semaines après son grave dérapage et ses propos envers l'Algérie, le Sahara occidental et la Mauritanie. État d'urgence au Pakistan en raison des pluies de mousson. La barre des 1000 morts a été franchie. Nous le disions à l'instant, le Premier ministre éthiopien est arrivé à Alger cet après-midi pour une visite officielle. Abiy Ahmed a été accueilli à l'aéroport Houari Boumedienne par son homologue Ayman Ben Abdelrahman. Après un week-end sanglant, Tripoli semble avoir retrouvé son calme, un calme toutefois précaire et qui fait craindre une reprise des affrontements entre les milices libyennes à n'importe quel moment. Retour sur les derniers développements avec Laïla Gartal. On est loin de l'ambiance des préparatifs des élections du 24 décembre où les espoirs portaient sur une issue de la crise dans laquelle la Libye est plongée. La Libye revient en arrière à défaut d'avancer. Et la situation est loin d'être rassurante pour plusieurs facteurs. Les affrontements meurtriers d'hier ont repris avec férocité atteignant leur paroxysme. Le bilan des morts s'est élevé à 32 morts et 159 blessés, selon le ministère de la Santé libyen. Des factions armées se dirigeant vers Tripoli, venant en conquérant, se sont confrontées à des milices armées dites pro-Dbeïba. Les hommes de Béchara, confrontés à ceux de Dbeïba en l'espace de quelques heures seulement, ont embrasé les rues menant vers la capitale. Même les hôpitaux n'ont pas été épargnés. Il serait 6 hôpitaux à être touchés par les tirs des groupes armés, rendant le travail du personnel médical très difficile, notamment l'accès à certaines zones en grande détresse. Bien sûr, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le secrétaire général de l'ONU dit suivre avec inquiétude les informations sur ces affrontements, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Pratiquement la même réaction de toute la communauté internationale qui exhorte les parties libyennes au dialogue. Un dialogue que tous souhaitent de leur vœu, mais dont aucun ne livre le mode d'emploi. Qui pourra départager Dbeïba et Béchara? Qui pourra faire la distinction au sein des groupes combattants? Qui pourra apporter la paix en Libye? Qui endort des Libyens? Pourtant, ce sont les premiers exclus du débat. Et face à la situation en Libye, le secrétariat général du Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe appelle l'ensemble des parties libyennes à la désescalade pour limiter les dégâts humains et matériels et permettre un retour rapide au processus démocratique. Le secrétariat général du Conseil consultatif de l'UMA qui appelle également à un retour rapide au processus démocratique en faisant prévaloir le dialogue comme priorité afin d'aboutir à une solution juste et consensuelle sans ingérence étrangère aucune, et ce en vue de l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur les plans national, régional et international. Nous le disions en titre, Ahmed Raïsouni démissionne de la présidence de l'Union internationale des oulémas musulmans. Rappelez-vous, la semaine dernière, le Marocain avait fait des déclarations hostiles à l'Algérie et à la Mauritanie, ce qui a suscité un vrai tollé. Soyez là, Kilal. La démission de Ahmed Raïsouni a été acceptée par les membres du secrétariat général de l'Union internationale des oulémas musulmans.
Moins de 2 semaines après ces déclarations incendiaires et hostiles à l'égard de l'Algérie, du Sahara occidental et de la Mauritanie, et après avoir essuyé un revers qui n'est pas des moindres, Raissouni a décidé de déposer sa démission ce dimanche. Indignation, vague de condamnation sans précédent et gel de l'activité de l'association des ulama musulmans algériens et mauritaniens au sein de l'Union. Les propos attentatoires à l'intégrité territoriale de l'Algérie et de la Mauritanie se sont retournés contre leur auteur, faisant de lui persona non grata. Pour rappel, Ahmed Raissouni avait appelé à marcher sur Tindouf et considéré l'existence de la Mauritanie comme une erreur. L'ancien secrétaire général de l'Union internationale des ulama musulmans est allé jusqu'à appeler à l'effusion de sang, pire encore au djihad. Ces déclarations qui prônent l'extrémisme et appellent à s'en prendre à des peuples musulmans émanaient du représentant d'une instance internationale censée promouvoir la paix et la solidarité au nom de l'islam. Ahmed Raissouni aurait pu s'excuser pour ces déclarations honteuses et indignes de sa position et de son rang. Au lieu de cela, il a préféré justifier sa démission par sa volonté de préserver ses opinions et sa liberté d'expression, un dérapage qui a terni sa réputation. Retour à présent sur la visite du président français en Algérie. Emmanuel Macron a donc achevé sa visite hier, une visite largement commentée par la presse française. Le locataire de l'Élysée est venu apaiser les tensions entre Paris et Alger après la brouille induite par ses propos lésant à l'encontre de l'Algérie. Mohamed Amin Aberkan. Les différents médias de l'Hexagone ont largement commenté la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Le quotidien Le Monde est revenu en long et en large sur ce pacte entre Alger et Paris autour d'une nouvelle dynamique irréversible dans leurs relations bilatérales 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Le Monde qui revient aussi sur le Haut Conseil de coopération qui sera instauré entre Alger et Paris au niveau des chefs d'État comme prévu dans la déclaration d'Alger. En une, les Échos titrent « Paris et Alger renouent le dialogue » avant d'ajouter qu'Emmanuel Macron, qui avait achevé samedi une visite de 3 jours à Alger et Oran, a scellé avec son homologue Abdelmadjid Tebboune la réconciliation de la France avec l'Algérie. En une du Dauphiné, la France et l'Algérie scellent leur réconciliation. Le Point parle sur les dessous de la déclaration d'Alger. Dans une analyse, le quotidien français écrit que le renouveau du bilatéral passait d'abord par l'institutionnalisation d'une coopération débarrassée des blocages et autres réseaux opaques. Pour Libération, la visite d'Emmanuel Macron s'est achevée avec un partenariat renouvelé. Le quotidien est revenu sur sa virée à l'ouest du pays, le bain de foule improvisé et la signature d'une déclaration commune avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Emmanuel Macron achève sa visite en Algérie avec un partenariat renouvelé, titre aussi Nice Matin, qui a passé au crible les 3 jours de sa visite en Algérie. Après 2 mois de crispation diplomatique liée à ce passé toujours douloureux, le président français et algérien Abdelmadjid Tebboune ont annoncé, dès le premier jour de la visite de Macron jeudi, une nouvelle dynamique dans la relation entre les 2 pays, écrit Nice Matin. La signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé a marqué la visite de Macron en Algérie. La presse nationale, cette fois-ci, relève une volonté commune pour une nouvelle dynamique dans les relations algéro-françaises. Zoom sur les gros titres algériens. Mohamed Amin Aberkan. La visite de travail et d'amitié du président français Emmanuel Macron en Algérie a été largement commentée ce dimanche 28 août par la presse nationale. Ainsi, le quotidien Al-Moujahid évoque la naissance d'un axe euro-méditerranéen et africain entre Alger et Paris qui a sanctionné la seconde visite du genre pour le président français en Algérie en tant que chef d'État. Le quotidien Al-Moujahid considère que la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé constitue l'un des acquis importants en sus des accords de coopération dans divers domaines et la volonté d'avancer dans le traitement des questions mémorielles. Une nouvelle dynamique, c'est ainsi que le quotidien d'Oran a titré en une la visite du président français en Algérie, tout en mettant en exergue l'insistance du président Abdelmadjid Tebboune quant à la vocation historique et non politique de la commission d'historiens qui sera mise en place en charge de la question mémorielle. Une fin en apothéose, titre le quotidien L'Expression. Selon le quotidien, pour rehausser les concertations politiques, Alger et Paris vont instaurer un haut conseil de coopération au niveau des chefs d'État afin d'approfondir dans un esprit de confiance et respect mutuel des réponses adaptées aux questions bilatérales, régionales mais aussi internationales. Les quotidiens arabophones ont commenté aussi l'actualité. Le quotidien Al-Shab a titré sur la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, rappelant que celle-ci intervient 10 ans après celle de l'accord de partenariat exceptionnel
et ont fait l'objet d'une évaluation profonde par le président de la République et son homologue français lors de cette visite. Pour Achour Al-Yomi, la déclaration d'Alger a créé le rapprochement et remis beaucoup de choses à leur place, tout en notant qu'une coopération d'exception ne saurait exister sans les principes de respect, de confiance et d'équilibre des intérêts. On reste dans la région. La 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'est ouverte hier à Tunis, avec comme principaux objectifs l'accroissement des investissements japonais en Afrique ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire. L'occasion pour la Tunisie et le Japon de signer un protocole d'accord portant sur la coopération technique et les questions environnementales. Les funérailles de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos se sont tenues ce dimanche à Luanda en présence d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernement. À la tête de l'Angola de 1979 à 2017, dos Santos est décédé le 8 juillet dernier à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone où il avait été hospitalisé suite à un arrêt cardiaque. José Eduardo dos Santos. Dans l'actualité également, l'armée sioniste a perquisitionné et fermé ce week-end les bureaux de 7 ONG palestiniennes basées en Cisjordanie occupée, dont les bureaux d'Al-Haq à Ramallah. Ces ONG ont toutes accusé l'entité sioniste de terrorisme et le directeur d'Al-Haq s'exprime justement suite à un raid de l'entité sioniste. I am defending to live. Je défends le droit de vivre libre, libre dans une meilleure situation. Indépendance, respect des droits, respect de la justice et de la liberté, voilà ce que je défends. Et cela en soi est suffisant pour que je paye n'importe quel prix pour défendre un avenir meilleur pour mes enfants et ma nouvelle génération, et aussi pour mon peuple. To defend, better future for my children and the new generation and also my people. Le Koweït plongé dans une interminable crise politique. Pour tenter d'en sortir, le gouvernement convoque des élections législatives le 29 septembre prochain, soit 2 mois après la dissolution du Parlement. Et dans un tout autre dossier, les tensions s'intensifient dans le détroit de Taïwan. 2 navires de guerre américains sont entrés en transit dans le détroit, une première depuis les dernières manœuvres chinoises près de l'île. L'US Navy évoque un transit de routine au moment où Pékin se dit prêt à déjouer toute provocation. Nailaït Hamouda. Regain de tension entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan. 2 navires de guerre américains sont entrés en transit dans le détroit de Taïwan, a annoncé la marine américaine. Une première depuis les manœuvres chinoises sans précédent près de l'île. C'est une démonstration de force dans les eaux taïwanaises. La 7e flotte américaine a précisé que les 2 croiseurs lance-missiles avaient effectué un transit de routine. Ils ne sont entrés dans des eaux territoriales d'aucun État côtier. Mais cela n'est pas passé sous silence. Pékin a vite réagi. Les forces armées chinoises sont en état d'alerte maximale. Elle a affirmé que les États-Unis avaient fait un important battage autour du passage des navires dans le détroit. La direction du théâtre oriental de l'armée populaire de libération de Chine a également annoncé qu'elle surveillait ces 2 navires de la marine américaine de près, soulignant qu'elle était prête à déjouer toute provocation. Pour rappel, Pékin a lancé la semaine dernière des exercices militaires sans précédent autour de Taïwan, qu'elle revendique comme faisant partie de son territoire. Ces exercices ont enflammé les relations sino-américaines déjà tendues depuis des années, suite à la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi. Entre les États-Unis qui maternent Taïwan et la Chine qui considère l'île comme faisant partie intégrante de son territoire, la situation demeure toujours tendue dans la région.
L'état d'urgence déclaré au Pakistan, le pays est en proie à des pluies de mousson d'une intensité exceptionnelle. La barre des 1000 morts a été franchie. Un Pakistanais sur 7 est touché par ces inondations. Inès Loralayeb. Des pluies diluviennes ont encore causé des inondations dans le nord et le sud du Pakistan ce week-end, faisant 119 morts en 24 heures, 1000 depuis juin. À Jhalmaxi, dans les environs de Quetta, certains riverains ont tout perdu et reprochent aux autorités de ne pas s'être occupées d'une situation à risque connue depuis longtemps. Dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, la rivière de Swat est devenue un torrent déchaîné, emportant des bâtiments et des ponts et endommageant des routes. Cette inondation est plus dangereuse que celle de 2010. La précédente inondation avait emporté plus de 35 maisons de ce village, mais cette inondation est encore plus dangereuse. Les habitants de la ville de Soukour, dans le centre du Pakistan, sont contraints de quitter leur maison, emportant à bord de leurs embarcations leurs affaires et du bétail. Nous sommes dans une situation désespérée. Nous sommes épuisés de déplacer nos biens ici et là. Toutes nos maisons et notre village sont noyés. La majeure partie de notre bétail est mort. Nous avons subi d'énormes pertes. Suite à ce tragique événement, le pape François appelle à la généreuse solidarité internationale et prie pour les victimes. En ce lieu qui a subi une dure calamité, je veux assurer de ma proximité le peuple du Pakistan, touché par des inondations aux proportions désastreuses. Je prie pour les nombreuses victimes, pour les blessés, pour les personnes déplacées et pour que la solidarité internationale soit généreuse. Ces pluies dévastatrices de la mousson ont déjà tué cette année près d'1 millier de personnes et quelques 500 000 têtes de bétail, tandis que des cas de choléra ont par ailleurs été signalés. Dans certaines provinces, on enregistre jusqu'à 780% de pluie de plus qu'au mois d'août de l'année dernière. Et à propos du Pakistan, le ministre taliban de la Défense accuse le pays de laisser des drones américains utiliser l'espace aérien pakistanais pour pénétrer dans le ciel afghan. Cette accusation intervient près d'1 mois après l'annonce par le président Joe Biden de la mort à Kaboul d'Ayman Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, par une frappe de drones américains. Les drones qui tournent dans l'espace aérien de l'Afghanistan constituent toujours une invasion manifeste de l'Afghanistan et de son espace aérien par les Américains. Et nous avons beaucoup essayé, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères et d'autres canaux diplomatiques, de leur faire part de nos objections lors des réunions. Nos informations indiquent qu'ils entrent en Afghanistan depuis le Pakistan et utilisent l'espace aérien du Pakistan. Nous demandons au Pakistan de ne pas utiliser son espace aérien contre nous. Les autorités indiennes ont démoli 2 tours d'habitation de près de 100 mètres de haut, situées à Noïda, près de New Delhi. Les 2 immeubles contenant à eux deux près de 1000 appartements n'ont jamais été habités au cours des 9 dernières années de litiges juridiques. Les édifices se sont effondrés en quelques secondes, créant un immense nuage de poussière et de débris. Il s'agit de la plus grande démolition jamais réalisée en Inde, d'après les médias locaux. Et direction l'Argentine à présent, mesdames, messieurs, où on observe une montée en puissance ces derniers jours des manifestations de soutien à la vice-présidente Cristina Kirchner en réaction à une peine de prison requise contre elle. Ce week-end, de nouveaux rassemblements se sont tenus dans plusieurs villes, dont une près de son domicile à Buenos Aires, qui a donné lieu à des heurts avec la police. Il y a eu trop de sang versé en Argentine pour qu'ils continuent à menacer ceux qui pensent différemment avec des coups de feu, des balles, des gaz lacrymogènes et du gaz poivré. C'est incroyable le degré de cynisme et de perversion de ne pas assumer et prendre en charge ceux qu'ils veulent exterminer, le péronisme. Et toujours en Amérique latine, plus de 15 millions de Chiliens sont appelés à aller voter dimanche prochain pour ou contre la nouvelle constitution soumise à référendum, une constitution qui propose l'instauration d'un État-providence.
Je crois que toute constitution doit être renouvelée quand il y a une nécessité de transformation et de changement dans un pays. C'est pourquoi je crois que cette constitution est davantage réformiste que révolutionnaire, ou d'un autre type. Donc c'est une raison. La transformation et la nécessité, nous sommes face à des problèmes écologiques, sociaux. Il est temps de changer cela. Je vote non, principalement parce que j'estime que s'il est certain de rédiger une nouvelle constitution est super important. Je crois que l'idée de la créer est née dans un moment de grande crise pour notre pays. Donc ce n'était pas une décision prise objectivement, principalement parce que le Chili vivait alors une période très difficile. Sport football et un week-end riche en buts lors de la 4e journée de Première Ligue. 30 au total ont été marqués sur les pelouses britanniques grâce notamment au large succès de Liverpool qui signe le premier succès de la saison en s'imposant 9-0 face à Bournemouth. Salah Faisal. 4e journée de la Première Ligue a débuté ce samedi à l'Etihad Stadium. Manchester City a renversé Crystal Palace 4-2, un premier triplé du Norvégien Haaland. Riyad Mahrez, titularisé par son coach Pep Guardiola, a eu le droit à 61 minutes de jeu. En infériorité numérique depuis la 28e minute, les hommes de Thomas Tuchel ont remporté la bataille face à Leicester 2-1 grâce à un doublé de Raheem Sterling. Du côté d'Anfield, Liverpool, sans petit détruit Bournemouth, 9-0. Les protégés de Jürgen Klopp ont offert à leurs fans un festival dont le maître était le grand Firmino. Impliqué sur 5 réalisations contre le promu. Everton de Frank Lampard s'est incliné à Brentford 1-0. Brighton a confirmé son excellent début de saison en battant Leeds 1-0. Manchester United enchaîne un deuxième succès, une victoire d'1-0 face à Southampton. Un but de Bruno Fernandes. Le derby londonien Arsenal-Fulham est terminé en faveur des Gunners. Arsenal est leader de la Première Ligue avec 12 points, à seulement 2 points des Citizens. De son côté, West Ham a réalisé cet après-midi sa première victoire et même ses premiers points de la saison en s'imposant à Aston Villa sur le score d'1-0. Le seul but du match est inscrit par Pablo Fornal. En tennis, les sœurs Venus et Serena Williams se disputeront ensemble le double féminin de l'US Open qui débute demain lundi. L'US Open pourrait être le dernier tournoi de l'extraordinaire carrière de la reine Serena, une carrière particulièrement riche puisqu'elle a remporté 14 titres majeurs en double depuis sa première participation en Grand Chelem et 23 en simple. Et en Formule 1, 9e victoire de la saison pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull a remporté le Grand Prix de Belgique. Son coéquipier Sergio Pérez a terminé 2e, alors que c'est le pilote Ferrari Carlos Sainz qui a complété le podium. Max Verstappen conforte son avance au championnat du monde avec 93 points d'avance sur son nouveau dauphin Sergio Pérez. Le Mexicain dépasse Charles Leclerc qui a terminé 6e lors de ce Grand Prix. Et on termine avec ces belles images de Londres qui célèbrent le carnaval de Notting Hill, des images colorées. Donc ce carnaval revient après 2 années d'absence en raison du Covid-19, considéré d'abord comme une fête pour enfants, créée par les communautés locales afin d'apaiser les tensions. Dans un Londres des années 60 divisé sur le plan racial, le carnaval est aujourd'hui une célébration mondiale connue de l'identité afro-caribéenne britannique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. À demain 19h.